Je suis Christine Fanny Toutou, je suis membre du conseil d'administration de l'Appel des Hauts-de-Seine. Et donc, je voulais vous rappeler avant tout la mission de l'Appel. L'Appel, regroupe à peu près de 1 million d'adhérents. Et notre mission, c'est de comprendre, faire grandir et s'engager. Nous avons effectivement un ancrage local, puisque nous sommes une communauté éducative qui rassemble les familles, les enseignants et les chefs d'établissement. Et notre ancrage local nous permet d'être en proximité avec les établissements. Nous avons aussi tissé, nous sommes représentés au niveau académique et au niveau national. Et notre rôle, c'est d'être à la fois conseil et facilitateur. Conseil sur la scolarité, sur l'éducation et comme aujourd'hui sur l'orientation. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup Christine et bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, donc je suis Clarisse de Cordon, je suis la permanente de l'Appel des Hauts-de-Seine et je représente ce soir le service information conseil aux familles pour l'Appel 92. Le service ICF, c'est un service de l'Appel qui accompagne les parents et leurs enfants en menant des actions dans 3 domaines. L'école inclusive, l'orientation et le rapprochement école et monde professionnel, et enfin les réflexions éducatives. La conférence de ce soir, Que faire quand je ne sais pas quoi faire, s'inscrit dans un cycle de conférences dédiées à l'orientation qui ont lieu tout au long de l'année scolaire. Il s'agit là de la 4e conférence depuis le mois d'octobre. Ce cycle de conférences est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Appel académique de Versailles et les 4 appels départementaux de l'Académie, l'Appel des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. L'idée, c'est de vous proposer, à vous parents, un accompagnement sur les différentes questions liées à l'orientation, questions qui se posent inévitablement tout au long de la scolarité de vos enfants, et ce, quel que soit leur âge et leur niveau d'études. Donc, sachez que la conférence de ce soir est enregistrée. L'enregistrement sera envoyé à vos présidents d'appel d'établissement qui la diffuseront ensuite à vous, parents. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre conférence, petite précision technique, il faut bien couper vos caméras et vos micros pour garantir un meilleur confort pendant toute la conférence. Ensuite, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure via le fil de discussion. Il y aura Anne-Laure et Véronique qui se chargent de les collecter. Et on ne pourra probablement pas répondre à toutes les questions, surtout si elles concernent des cas très individuels, mais nous répondrons à la majorité. Pour animer notre conférence, nous avons le plaisir de recevoir Christine Santagne, qui est conseillère d'orientation pour le réseau Ton Avenir. Bonsoir Christine. Bonsoir Clarisse, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous ce soir et de pouvoir vous partager un petit peu comment accompagner vos enfants sur le beau chemin de l'orientation. Bon, écoute, je te laisse te présenter plus en détail et rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Que faire quand je ne sais pas quoi faire? Je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Clarisse, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, je me présente brièvement, donc Christine Santagne, je suis effectivement coach en orientation personnalisée et je fais partie du réseau Ton Avenir, qui est un réseau en fait qui existe depuis 2009 et notre but est d'accompagner en fait de façon très personnalisée les jeunes, généralement de la 3e jusqu'au niveau master, donc sur différents accompagnements. Et ce soir, je vais vous parler, je dirais, comment vous, en tant que parents, vous pouvez aujourd'hui accompagner vos enfants sur ce beau chemin de l'orientation et faire en sorte qu'ils soient le plus épanouis possible, puisque c'est bien là l'enjeu de demain. Brièvement, donc moi, je suis maman aussi, j'ai 2 enfants, une de 20 ans qui est donc encore
en études supérieures, une autre qui a fini ses études et qui est depuis quelques semaines chef d'entreprise qui a lancé son propre restaurant. Donc, je suis passée également par cet accompagnement-là. Je ne l'ai pas fait pour mes enfants, mais je l'ai fait faire par une consoeur. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, en tant que parent, on peut faire de très belles choses, même, je dirais, entre nous, sans forcément toujours passer par des professionnels. Mais si on a besoin, bien sûr, je serais ravie de pouvoir accompagner vos enfants et vous-même. Donc, on va brièvement déjà planter un petit peu le décor sur qu'est-ce qu'aujourd'hui l'orientation. Et l'orientation, elle va commencer très, très jeune, hein, puisque aujourd'hui, c'est savoir faire un choix. Le choix, il est uniquement là pour construire l'avenir de nos enfants. Et c'est eux-mêmes qui vont accepter et faire ces choix-là, puisqu'on parle de leur avenir et pas d'une autre à travers eux. Donc ça, c'est un premier point très, très important que je voudrais vous partager. L'anticipation, effectivement, il n'est jamais trop tôt pour s'y prendre. Effectivement, tout ce que je vais vous partager ce soir peut très bien s'appliquer pour les jeunes qui sont au collège et bien entendu au lycée, et peut-être pour certains parents, pour d'autres qui sont déjà en post-bac et qui peuvent toujours se poser des questions. On accompagne aussi des jeunes dans la réorientation. Le but de ce soir, c'est de vous expliquer à travers tous les concepts que je vais vous présenter, d'avoir un vrai projet d'orientation professionnelle. Donc, on choisit son but, et quand on a trouvé le ou les buts, parce qu'on peut en avoir plusieurs, on va pouvoir trouver les formations et donc les typologies d'études que le jeune va pouvoir suivre. Et ce projet d'orientation professionnelle, il peut déjà commencer pour certains en fin de collège, en troisième. En seconde, pour des différents choix de bac généraux ou technologiques. Et puis, bien entendu, pour ceux qui sont en terminale, sur le choix des formations en post-bac. Mais en définitive, ces études et ces différentes formations ne sont que des outils pour accéder à l'enjeu professionnel de demain et pas le contraire. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. On ne fait pas des études pour faire des études, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que de se démotiver et de ne pas savoir trop où on peut aller. Le partage, l'échange, donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où des fois, nos jeunes partagent à leur façon via des réseaux sociaux et autres, mais ça fait aussi partie de l'échange, donc nous devons aussi l'accepter. Mais le monde aujourd'hui, la relation avec l'autre, de façon physique, écrite, verbale, autre que les réseaux sociaux, est aussi très, très importante. Et ça, vous le verrez dans les différentes phases de l'orientation. Le jeune doit être acteur de sa vie. Nous, parents, on est là pour les accompagner, tout comme, je dirais, les associations de parents d'élèves, les professeurs, tout le personnel administratif des établissements d'enseignement. Donc, mais on doit être dans le partage et dans l'échange et dans le dialogue. Un point important, accepter de chasser les idées reçues. C'est important aussi, c'est d'avoir sa propre opinion. On va se nourrir, s'enrichir effectivement de ce que les uns et les autres vont vous partager ou vont partager à nos enfants. Mais le jeune doit aussi apprendre à faire le tri de toutes ces informations pour avoir sa propre opinion et savoir donc argumenter son choix, ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'il puisse commencer à s'orienter de façon très précise et surtout sa propre opinion à lui. Et bien entendu, comme je le disais, quand on échange avec les différents acteurs de la société, ça permet aussi de comprendre comment fonctionne la société française, voire même internationale, puisque l'orientation, ce n'est pas que réservé, je dirais, à la France. On peut également se projeter sur différents systèmes d'études, que ce soit collège, lycée et post-bac, à l'international, bien entendu. Et surtout de voir un petit peu comment on va pouvoir agir en ce sens. Donc, je vais vous donner un certain nombre de clés pour que vos enfants s'orientent bien. Comme on le disait tout à l'heure, Clarisse, cette présentation est enregistrée
Et je vous invite aussi peut-être à partager l'enregistrement avec vos enfants pour qu'ils se rendent compte effectivement d'un petit peu de l'ensemble des points, s'ils ne sont pas avec vous ce soir, que je vais vous partager. Donc, on va voir 5 clés. Et normalement, à l'issue de ces 5 clés, vous devriez pouvoir, j'irai partager avec vos enfants le modèle et le modus operandi pour avoir un beau projet d'orientation, voire plusieurs projets d'orientation. D'accord? Donc, pour ceux qui sont aujourd'hui en phase de décision sur des choix de spécialité, ça s'appelle aussi de la stratégie, donc il faudra voir ça. Et puis, ceux qui sont en seconde, ça peut être effectivement aussi après, est-ce que je vais partir en seconde générale ou en première technologique? Et puis, ceux qui sont en fin de collège, c'est de se dire, est-ce que peut-être on va faire un choix plutôt d'un bac professionnel? À savoir qu'il est important de comprendre que dans le dispositif français, et ça j'insiste lourdement, pour moi, il n'y a vraiment aucune hiérarchie à avoir entre un bac professionnel, un bac général ou un bac technologique. D'accord? Le premier conseil que je vous donnerais, c'est de demander à votre jeune, pour bien démarrer cette démarche de choix d'orientation, c'est qu'il se trouve un support, que ce soit un carnet ou je dirais une tablette ou autre, un support avec lequel il est à l'aise et qu'il aura envie de prendre pour pouvoir toujours noter des remarques, des informations qu'il va pouvoir, je dirais, collecter au fil du temps. Donc, la première clé, qui est, je dirais, le quotidien de vos enfants aujourd'hui, c'est son parcours scolaire. Alors, le parcours scolaire, effectivement, c'est une réalité qui est là, hein, qui se matérialise aujourd'hui par des bulletins. Dans les bulletins, on a effectivement des notes, on a des appréciations de professeurs, on a des appréciations de chefs d'établissement, de professeurs principaux, et on a aussi des notes, donc forcément de vos enfants, mais également pour bien situer un petit peu les jeunes, la moyenne de la classe et de savoir où se situe le jeune. Donc ça, c'est important, je dirais qu'aujourd'hui, de faire cette démarche de façon la plus régulière possible, et que ce soit collège, lycée, voire même déjà au primaire pour certains, de faire un petit peu de regarder un petit peu dans le rétroviseur sur les 2-3 dernières années pour voir un petit peu comment ça évolue et que chaque jeune soit en capacité. Christine, ton micro a été coupé. Christine, ton micro a été coupé. Je confirme. Madame, on ne vous entend plus. Madame Christine Barra, vous avez coupé votre micro. Madame Christine Barra, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Christine, c'est bon. C'est bon, ok. Désolée, je ne sais pas si ça s'est coupé tout seul. Et merci à tous les autres de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais, sur les dominantes, c'est important de voir les évolutions qu'il peut y avoir d'une année sur l'autre et les évolutions de voir si elles sont dues, je dirais, à un changement des fois de professeur, d'établissement, ou s'il n'y a pas eu peut-être des interférences et de voir si votre enfant, il a un problème peut-être avec le programme, ou dans certaines matières, si on prend le cas par exemple des mathématiques, s'il est plus dans l'algèbre ou plus dans la géométrie, dans la partie espace et autres, et de ne pas l'enfermer et qu'il ne s'enferme pas lui-même non plus uniquement que d'une année sur l'autre sur des choses qui auraient été problématiques.
Donc, d'essayer de façon objective de ressortir s'il est plus, je dirais, fait pour les matières scientifiques, d'accord? Et ça peut, je dirais, changer aussi au cours de la scolarité, d'accord? De voir avec lui, effectivement, qu'est-ce qui l'anime et pourquoi ça se passe bien. C'est important aussi. C'est vrai qu'on on fait pas forcément on prend pas forcément ce temps d'explication. La première, en tant que maman, des fois, on fait des raccourcis de notes en disant tout va bien, puis en définitive, tout va bien peut-être, mais c'est peut-être pas parce que tout va bien que c'est quelque chose qu'ils apprécient. D'accord? Donc, d'essayer de montrer aux jeunes ce que lui, il voit à travers ses bulletins, ce que vous voyez aussi en tant que parent. Et ça peut être aussi intéressant quand moi, par exemple, j'accompagne des jeunes, je n'ai pas forcément toujours la même lecture, n'ayant aucune connaissance du jeune, hormis de ce qu'il va me partager comme bulletin. Des fois, on peut voir autre chose. Donc, c'est un exercice aussi que vous pouvez faire avec des gens que vous connaissez pas ou qui ne connaissent pas votre enfant dans le milieu scolaire. Ça peut être aussi important de voir un petit peu ce cheminement-là et ce qui va en ressortir. Toujours rester objectif, d'accord, et essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il y a toujours des axes d'amélioration. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, l'anticipation, elle est primordiale. C'est que des fois, on peut avoir un jeune qui va avoir un projet parce qu'on a des jeunes qui, très tôt, se disent, voilà, moi, je me verrais bien, par exemple, ingénieur dans le textile ou autre chose. Et que si on détecte déjà certaines difficultés pour X raisons dans des matières qui vont être là pour le coup stratégiques à prendre au niveau des spécialités de la seconde, et donc première et terminale, s'il faut déjà commencer à l'accompagner pour qu'il puisse s'améliorer et savoir comment il va pouvoir s'améliorer, ça c'est important en tant que parent et que le jeune s'en rende compte aussi et qu'il aille trouver déjà de lui-même peut-être les ressources autour de lui. D'accord? Donc, ça peut être à travers de camarades de classe, ça peut être en dehors de l'école, hein, peut-être qu'il a d'autres amis à l'extérieur, mais vous aussi, des fois, ça peut être via les parents ou via d'autres personnes. Je privilégie toujours à ce que le jeune trouve la ressource autour de lui de façon spontanée. L'accompagnement des parents, si ça se passe bien, tant mieux, mais si vous voyez que ça se passe mal, évitez de vous acharner. Parce que des fois, ça va créer d'autres tensions et je pense que ce n'est pas forcément utile. Et s'il faut effectivement, ça peut être aussi demander au professeur un accompagnement avec des exercices supplémentaires, puisque je vous rappelle que le corps professoral est là aussi pour faire grandir nos enfants et faire en sorte que les tirer vers le haut, ça me semble quand même légitime. Et le jeune doit être aussi acteur et force de proposition, puisque c'est lui qui doit savoir en quoi il veut être amélioré et comment on peut l'accompagner. Donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément très simple, mais qui a aujourd'hui une vraie valeur ajoutée. Si vous le faites, je dirais, là, c'est la période des conseils de classe, et pour certains, peut-être, vous avez déjà eu les premiers bulletins ou les premiers retours, en tous les cas. Essayez de voir par rapport à ce qu'il y avait de l'année dernière, si vous sentez des fois des choses qui vont moins bien ou au contraire qui vont mieux, et savoir montrer à un jeune qu'il y a effectivement une progression. Les fameux commentaires des professeurs, et tout comme les synthèses du conseil de classe, là aussi, savoir récupérer les mots-clés. Effectivement, il y a toujours peut-être des mots qui vont revenir. Aussi bien dans les commentaires que dans la synthèse en fin du bulletin, et que le jeune en soit conscient et qu'il se dise, ok, voilà, ça c'est acquis peut-être, ou ça c'est ma force, ça c'est peut-être moins bien, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer tout ça? Et que parfois, des fois, on va avoir des commentaires qui vont diverger en fonction des matières. Et se dire comment se fait-il que peut-être dans telle matière, ça se passe bien et que dans telle autre, ça se passe moins bien? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est la matière en tant que telle? Ou est-ce que c'est peut-être l'ambiance dans ce cours-là? Surtout quand on arrive, je dirais, sur les premières et terminales, où effectivement, les jeunes changent de classe relativement fréquemment en fonction des spécialités.
Donc, ils vont être confrontés peut-être aussi à une ambiance de camarades de classe qui risque peut-être, pour certaines fois, les déstabiliser ou les encourager. Pour certains enfants qui, pour X raisons, on peut y avoir ce qu'on appelle des impondérables de la vie, où un élève va être, je dirais, fortement déçu parce qu'il y a eu une mauvaise note alors qu'il pensait avoir réussi, de savoir qu'est-ce qui n'a pas été, d'accord, de ne pas faire de réflexion à chaud, mais essayer de laisser un peu de passer le temps et d'essayer d'analyser ça avec lui pour le remettre en ordre de marche positive. Et surtout que le jeune soit honnête. Si effectivement, mauvaise note parce que pas de travail, bon, bah voilà, c'est se voir qu'est-ce qui lui manque pour qu'il se mette au travail. Est-ce que c'est un problème de méthodologie ou est-ce que y a un environnement qui lui est fortement, je dirais, peu favorable pour diverses raisons, mais essayer de creuser en douceur. La période de l'adolescence est quand même extrêmement compliquée et sensible pour nos jeunes. Donc, le but, ce n'est pas de leur donner toujours tort ou raison, mais d'essayer d'être le plus objectif possible pour voir là où ça fonctionne bien et essayer de dupliquer là où ça fonctionne bien dans les endroits où ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc, cet état des lieux, c'est la première clé que je vous invite vraiment à faire de façon la plus régulière possible, d'accord? Et si vous avez besoin, effectivement, les conseillers, conseillères d'orientation que vous pouvez avoir dans les établissements sont là également, les professeurs principaux. Les professeurs aussi peuvent être aussi, je dirais, force de proposition quand même. Et puis, effectivement, moi-même ou d'autres personnes de notre réseau pour accompagner. Donc, vraiment, ce temps du parcours scolaire, et voire même, je dirais que ceux qui arrivent, je dirais, en fin de primaire, au collège et au lycée, de se dire, tiens, si je reprenais depuis le démarrage, est-ce que j'ai des choses qui continuent ou carrément des changements, parce que ça peut aussi arriver. Et ça fait partie de la construction de la personnalité de nos jeunes. Alors, la deuxième clé, non. La deuxième clé, c'est l'étude des compétences périphériques. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, votre jeune, il n'est pas séparé en deux, un jeune en mode scolaire et un jeune en mode en dehors de la vie scolaire. Comme nous, parents, on n'est pas différent entre notre phase, je dirais, professionnelle et en dehors de la vie. Et toutes ces compétences périphériques, elles sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, quand moi je fais des accompagnements, une des premières questions que je vais poser aux jeunes, c'est à quoi il jouait quand il était petit. Et on est des fois très surpris de voir qu'on va arriver sur le collège ou du lycée avec des choses qui vont ressortir et qui vont donner, je dirais, matière à réflexion et peut-être à orienter également le jeune dans un secteur d'activité ou un métier qui lui correspondrait tout à fait. Si je prends le cas de jeunes qui, par exemple, sont très forts dans la construction, qui faisaient beaucoup de Lego ou de maquettes ou de choses comme ça peut être aussi des jeunes qui plus tard seront en capacité de pouvoir peut-être faire de l'architecture ou du design ou des choses comme ça, qui vont avoir la possibilité de se projeter dans l'espace, qui vont avoir besoin de faire travailler leur cerveau. Des fois, on aurait à tort de dire oui, les jeux vidéo peuvent être catastrophiques, mais non, en fonction des typologies de jeux, analyser peut-être les styles de jeu auxquels jouent vos enfants. Peut y avoir peut-être de la stratégie ou des jeux collectifs ou des choses. Enfin, essayez d'analyser de façon positive toutes ces compétences que votre enfant développe à l'extérieur de son parcours scolaire. Donc, on peut effectivement classer ces compétences grosso modo dans 3 typologies d'activités. Vous avez d'abord tout ce qui va concerner le sport. Donc là, c'est de se dire, qu'est-ce que fait comme sport mon jeune ?
Est-ce que déjà, il perdure dans les choix de ses sports ou est-ce que c'est un jeune qui va changer, je dirais, de façon très, très fréquente ou pas? Et là, peu importe, mais essayez de l'analyser. Quand c'est des sports collectifs, de voir un petit peu à quel poste il est, parce que là aussi, quand on va faire des travaux de groupe, en fonction de là où on l'aura positionné, où là il se sent bien, ça peut être aussi très révélateur. S'il est capable de mixer sport d'équipe ou sport individuel, où il va être que en individuel, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Et pour ceux et celles qui font peut-être de la compétition, pourquoi ils en font? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est quoi les retombées, leur satisfaction et autres? Parce que ça aussi, ça peut être très révélateur. Mais aujourd'hui, laissez vos jeunes choisir. Effectivement, le sport est, je dirais, très, très important. Mais même si il y avait une émission l'autre soir sur un très grand sportif en triathlon qui avait changé de sport tous les ans et en fait, il a réussi à se façonner ses compétences sportives à travers tous les sports qu'il avait fait quand il était jeune. Donc des fois, on aurait tendance à dire que ce sont des jeunes qui sont instables. Non, pas forcément. Mais là aussi, on doit analyser et dire aux jeunes, OK, pourquoi tu choisis ça et pas autre chose? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et de le voir évoluer pour que ça soit aussi objectif et positif. Les activités artistiques, la musique aussi, tout ce qui est culture, est-ce que vos enfants aiment ça? Est-ce qu'ils le font, je dirais, avec des activités que vous leur préconisez ou est-ce qu'ils s'y mettent aussi tout seuls? On a peut-être pendant le Covid aussi des jeunes qui se sont révélés à vouloir s'essayer à de la musique ou à faire des activités artistiques. Savoir qu'est-ce qui les intéresse, est-ce qu'ils font ça seuls ou pas? Est-ce qu'ils sont capables d'emmener d'autres copains et copines, etc. Et surtout, si pour ceux qui ont des activités artistiques, je vous conseille depuis le plus jeune âge à surtout conserver toutes les réalisations de vos enfants, qu'elles soient musicales, que ce soit du dessin ou autre, et essayer de les mettre en dématérialisé parce que pour ceux qui, pour X raisons, se verraient à vouloir faire des études dans ce domaine-là, on va leur demander des portfolios. Et c'est très intéressant déjà pour un jeune de voir ses évolutions. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il a voulu faire ou pas. Voilà aujourd'hui, qu'est-ce qui l'anime à faire ces activités artistiques, musicales ou culturelles, ou les trois en même temps. Parce que c'est vrai que le domaine de l'art peut être, je dirais, pluridisciplinaire. Et c'est vrai que on a des fois des jeunes qui vont très bien pouvoir s'inscrire dans différentes choses. Et on a aussi tous les autres domaines d'activité. Ça peut être effectivement aider les autres dans des activités de bénévolat, des engagements politiques et sociaux, bien entendu tout ce qui va être aujourd'hui les délégués de classe. Ça aussi, ça fait partie des activités qui sont en relation avec l'école ou en dehors de l'école, parce qu'il peut y avoir d'autres dispositifs qui peuvent exister dans les villes. Le partage avec les autres, avec plutôt des enfants ou plutôt des adultes, voire même des personnes âgées. Aider les autres, quand aujourd'hui, vous avez de l'entraide qui se fait quand on ne comprend pas, on va aller chercher de l'aide auprès des autres. Ça fait partie d'une posture et aussi de compétences que votre jeune va acquérir de façon spontanée. Et puis, bien entendu, les éventuels voyages qu'ils peuvent faire avec vous, des copains, des copines, les voyages scolaires aussi qui vont être très formateurs, des séjours linguistiques pour, parfaire la découverte de pays, de cultures et linguistiques, bien entendu. Donc, tout ça, analysez de façon très objective et très simple tout ce que fait votre enfant, parce que nos enfants font énormément de choses. Et ce n'est pas juste une analyse simple et basique, mais qu'ils puissent en retirer des mots-clés, des ressentis, des facilitations, de savoir qu'est-ce qui le motive dans ses activités, d'accord? S'il est fier de ses réalisations, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir les montrer pour qu'il puisse aujourd'hui argumenter ses éventuels choix et se dire, voilà, ça c'est motivant.
Et quand, par exemple, on a des révisions à faire, ben, pour ceux qui sont très artistiques, peut-être de faire, quand on va leur dire de faire des fiches écrites, ça ne va pas du tout leur parler, mais il peut y avoir peut-être de faire ça sous forme d'histoire, de BD, de mind mapping, etc. Et qu'on peut, je dirais, aujourd'hui, accompagner nos enfants grâce à ces compétences périphériques pour qu'ils se sentent le mieux possible et comprendre comment ils fonctionnent. Parce qu'en fait, dans ces compétences, ils vont être très naturels, très spontanés, même s'ils sont encadrés pour bien sûr des activités, mais ils vont faire beaucoup plus facilement de choix. Donc ça, c'est important de voir si à travers ces activités-là, il n'y aurait pas potentiellement peut-être certaines pistes pour l'orientation de demain de vos enfants. D'accord? Donc ça, c'est aussi important de bien analyser tout ça. Je vous parle tout à l'heure de savoir exprimer ses motivations. Aujourd'hui, quand on a des jeunes, c'est vrai que la motivation, on a l'impression qu'ils n'en ont pas forcément. Alors peut-être qu'effectivement, ils n'en ont pas avec nous en tant que parents parce que voilà, c'est des fois un peu complexe dans la cellule familiale. Mais sur les questions, si vous leur posez la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive le plus? Qu'est-ce que tu apprécies le plus, par exemple, à l'école en matière et dire, OK, voilà, peut-être que c'est plus les maths et le sport. Pourquoi les maths et pourquoi le sport? D'accord? Toujours pouvoir argumenter, exprimer les choses, tant sur le contenu, sur sa posture, qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que c'est d'être à l'extérieur? Est-ce que c'est d'être à l'intérieur? Est-ce que c'est de construire des choses? Est-ce que de voir si vous avez des enfants qui vont plus apprécier la partie théorique que la partie pratique ou un mix des deux? Donc là aussi, ça va permettre de pouvoir construire certaines choses pour la suite. Et puis, de faire la même chose sur la partie extrascolaire, de ce qui lui plaît le plus. Il peut y avoir plusieurs choses. Et toujours pareil, pour quelles raisons? Donc ça, c'est important de pouvoir arriver à exprimer et nous, en tant que parents, à accepter ce qui motive nos jeunes, d'accord? C'est vrai que c'est des fois très, très compliqué parce que quand vous avez un jeune qui vous dit c'est quoi tes matières préférées? Moi, c'est la musique et le sport. Ça peut paraître un peu surprenant, mais si c'est aujourd'hui ça qui le motive, il faut essayer de capitaliser sur là où il va être le meilleur possible. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger le reste, mais grâce à cette capitalisation-là, il va pouvoir s'investir différemment sur les autres matières pour pouvoir accéder à un monde qui le ferait, je dirais, rêver. Donc ça, c'est important de l'accepter et de le voir. Donc, si jamais vos jeunes, aujourd'hui, peuvent être dans un brouillard, ce qui arrive, il n'y a pas de souci. Je sais que nous, il existe, alors nous, dans le réseau et bien entendu dans plein d'autres dispositifs, ce qu'on appelle des tests de personnalité, d'accord, qui, à travers les différentes questions qui vont être posées aux jeunes, vont intégrer toutes ces questions relatives aux motivations, aux intérêts professionnels et personnels. Et grâce aux résultats de ces tests, vont pouvoir permettre aux jeunes de se positionner peut-être dans tel ou tel secteur d'activité ou tel métier. Parce que, effectivement, on a tous, je dirais, un profil particulier et ça peut aussi être un accompagnant et un facilitateur pour construire ses motivations et de se dire, effectivement, moi, je suis plus avec un profil artiste, par exemple, entrepreneur. Donc là, il va falloir que je sois dans un univers très particulier. Si effectivement, on est plus avec un profil de social et d'investigateur ou autre. Donc, grâce à ces tests-là, s'il y a bien entendu un accompagnement à côté, puisque un test tout seul n'a vraiment aucun intérêt, et ça je le dis parce que des fois, quand j'accompagne des gens qui ont déjà fait faire des tests à leurs enfants, mais où il n'y a pas eu d'accompagnement en amont, et en aval, je dirais, le test ne permet pas de solutionner et de créer un vrai chemin de l'orientation. Donc ça, c'est important, ça existe. Des fois, les jeunes en ont besoin pour se rassurer. C'est une sorte de miroir. Et c'est vrai que sur ce chemin d'accompagnement et d'orientation, ça peut être un outil très, très intéressant, bien entendu. Aujourd'hui, il faut être ultra précis
c'est vrai que les adolescents, même arrivés au lycée, quand on leur dit pourquoi ça te motive, des fois pour certains c'est compliqué d'utiliser des mots précis, simples, parce que c'est pas forcément révélateur. Mais je peux vous dire que si vous commencez très tôt à faire ces exercices-là, pour ceux qui aujourd'hui ont des enfants en terminale, avec les projets motivés ou les oraux que les jeunes vont devoir à passer, c'est vrai que quand on se connaît bien et qu'on sait ce qui nous motive et pourquoi on va dans telle direction, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir argumenter et capter l'attention d'un éventuel jury ou de permettre à un dossier d'être validé pour un choix de formation, par exemple, en post-bac. Donc, par contre, accepter s'il n'y a pas de motivation d'un jeune, de mettre, je dirais, l'activité ou peut-être la matière, alors je dirais pas entre parenthèses parce que c'est pas le cas, mais de faire en sorte que la motivation soit, je dirais, la plus forte possible. Et là où il y a une baisse, on va dire, dans une matière ou dans une activité, de voir comment on peut donner un minimum de motivation pour que les bulletins de nos jeunes, puisque sur les choix des formations, c'est quand même là aussi où ils vont devoir être, je dirais, les plus performants possibles, soient dans la mesure du possible les plus homogènes possibles. Sur aujourd'hui, la quatrième clé, c'est ce que je vous disais, c'est rentrer en relation avec les autres. Donc, ça va être la quête d'informations pour pouvoir mieux se projeter. L'action est primordiale. Donc, l'action, elle peut commencer très tôt. Si des fois, vous avez des jeunes qui se posent déjà des questions, parce qu'on en a qui, déjà en fin de collège, ont besoin d'aller se frotter un petit peu et de voir comment ça peut se passer dans un établissement d'enseignement supérieur. Surtout, ne les freinez pas, d'accord? Donc, on peut commencer effectivement par des salons. D'accord. Alors, effectivement, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, un salon, ce n'est pas là où vous allez trouver les solutions. Mais des fois, ça peut, je dirais, permettre de rencontrer certaines personnes. Là où je vous invite vraiment à aller, c'est les journées portes ouvertes des établissements qui se font en présentiel ou en distanciel en fonction. Mais si vous pouvez vous y rendre, ça, c'est vraiment formidable. Il existe aussi les journées d'immersion, c'est-à-dire qu'on va permettre dans certains établissements aux jeunes de venir passer soit une demi-journée ou une journée complète pour pouvoir suivre des cours, pouvoir partager avec les étudiants. Et ça, quel que soit le niveau, ça se fait beaucoup en BTS, en école d'ingénieur, en école de commerce ou autre. Donc, ne soyez pas, j'irais, avares de ces actions-là et prévenez les professeurs principaux de vos enfants. Et je peux vous dire que ça sera toujours très bien vu et accepté et jamais compté comme absence. Donc, l'action, ça se prépare. Là aussi, si on arrive à une journée portes ouvertes sans avoir préparé les questions, autant vous dire que ça va être assez catastrophique parce que le jeune, il va ressortir avec aucune réponse à ses questions. Donc, on y va pour s'informer. D'accord ? Donc ça, c'est une première façon de pouvoir se projeter, d'aller rencontrer un petit peu les acteurs du marché, des formations post-bac ou pour ceux qui demain devraient changer de lycée parce qu'il n'y a pas la spécialité qu'ils souhaitent. Là aussi, on fait les journées portes ouvertes des lycées. Pareil pour le professionnel. Parce que si on a le choix entre différents établissements, c'est important que votre jeune se rende compte de l'ambiance, de l'endroit, et c'est lui qui va y vivre. Donc, laissez-le et acceptez ces choix-là. Donc, le jeune doit vraiment agir lui-même. Et vous, en tant que parent, on est là pour les soutenir, les accompagner et faire en sorte que cette expérience soit la plus positive possible. Le deuxième point, ça peut être effectivement solliciter son réseau. Donc, c'est généralement le réseau qui peut être des parents, des jeunes aussi qu'ils vont avoir à l'extérieur dans les activités périphériques. Ça peut être des professeurs, ça peut être des étudiants. Donc, partager, poser des questions, d'accord, regarder un petit peu et s'intéresser à ce que font les uns et les autres. Ça peut être aussi des bons moments d'échange. Et pour ceux qui sont déjà avec des stages de troisième, de seconde ou autres, de conserver toujours les coordonnées de chaque personne. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais je préconise toujours d'utiliser le réseau LinkedIn qui peut être un bon moyen de pouvoir rester en contact avec les gens tout au long de leur cheminement.
Ça peut être aussi important de faire des stages, d'accord? Découverte du métier, d'accord? Le stage, ce n'est pas forcément de longue durée, hein. Des fois, ça peut être simplement une demi-journée, une journée, en fonction, mais aller au contact de la vie professionnelle pour voir un petit peu qui y travaille, comment on y travaille, comment les gens sont arrivés là. Et c'est important que les jeunes puissent se projeter aussi, de se dire est-ce que moi, être derrière un ordinateur toute une journée, est-ce que ça va pouvoir me plaire? Même si des fois le métier me plaît, mais en définitive, la réalité, elle est tout autre. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, voilà, je fonctionne comme ça, voilà ce qui me motive ou ce qui ne me motive pas et ce dont j'ai besoin. Est-ce que je dois avoir un mix d'intérieur et d'extérieur ou que de l'intérieur ou que de l'extérieur? Et c'est à travers ces expériences professionnelles que le jeune va pouvoir également arriver à se construire et construire son projet d'orientation. Comprendre les métiers. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident hein, parce que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en toute honnêteté, les métiers, je dirais, d'il y a 30 ans ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui et vice-versa pour après-demain. Il existe sur YouTube ou sur des sites, je dirais, divers et variés, énormément de vidéos de professionnels qui partagent leur expérience. En quoi consiste leur quotidien, comment ils sont arrivés là, comment ils ont également pu progresser dans leur profession ou rebondir, voire même avoir 2 métiers. Donc ça aussi, le champ des possibles est ouvert. Donc la compréhension d'un métier et pas juste un titre ou une idée que le jeune peut s'en faire. Parce qu'effectivement, nos jeunes, des fois même, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez réellement expliqué en quoi consiste vos quotidiens? C'est important de pouvoir aussi qu'ils se fassent une idée et qu'ils vous posent des questions. D'accord? Et puis, savoir analyser un marché, c'est-à-dire aujourd'hui, se dire, voilà, mon enfant, il a peut-être envie d'aller dans tel secteur d'activité. Très bien, mais aujourd'hui, c'est quoi le devenir? C'est quoi les enjeux de ce marché? Alors, ne pas être, je dirais, très enfermant parce qu'aujourd'hui, vos jeunes vont changer entre 10 et 15 fois de métier. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie aujourd'hui et actuelle. Donc, si peut-être il se projette à 3, 4, 5 ans après ses études dans un secteur d'activité qui pour vous est peut-être pas forcément en devenir, ce n'est pas grave. Laissez-le faire son expérience. Il aura la latitude de pouvoir se projeter pour plus tard et reprendre, je dirais, peut-être des formations professionnalisantes ou refaire des masters si besoin, etc. Donc, toute relation qu'on va avoir avec l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, se prépare. Donc, c'est aux jeunes de préparer et pas à vous, parents, de préparer. Vous pouvez effectivement, après, compléter les questions avec vos jeunes en leur disant peut-être qu'il manque ça, etc. Mais ils sont acteurs, d'accord? Parce que si on fait ça à leur place, ça n'a aucun sens. Ils ne sauront pas, je dirais aujourd'hui, se familiariser avec l'inconnu, quel que soit l'endroit où ils vont aller, d'accord? Donc, non seulement on fait donc en avant la préparation lors de soit de la journée portes ouvertes ou autre relation avec les personnes, à l'issue, on voit qu'est-ce qu'on a obtenu comme réponse. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou pas? Est-ce que je dois les compléter? Et de devoir petit à petit se dire ça me plaît, ça me plaît pas, et faire des choix. Donc, on en revient à ce que je disais en préambule tout à l'heure. Ces analyses-là, qui sont, je dirais, des temps de partage. Donc, accepter aussi que les jeunes prennent du temps. Pour certains, ça va être très compliqué. Voilà, effectivement, c'est pour ça que l'anticipation peut être très importante. Donc, c'est important que vous puissiez les laisser faire, que vous partagiez. Et peut-être qu'ils partagent aussi avec d'autres copains, copines, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes ou autres personnes. Donc, élargissez aussi ce partage pour qu'il, je dirais, il soit le plus riche possible. Et puis, bien entendu, on va avoir des plus et des moins, hein, comme on fait
je dirais assez fréquemment, qu'est-ce qui me plaît le plus, pourquoi, qu'est-ce qui me plaît le moins, pourquoi. Et puis, au fur et à mesure des avancées, on va être en capacité de pouvoir, je dirais, réduire comme un entonnoir et arriver sur un cheminement on va avoir, je dirais, 2 voire 3 projets. Donc, quand on a fait toute cette démarche-là, normalement, d'accord, on va arriver à une synthèse que le jeune va être en capacité de pouvoir faire. Et généralement, en toute honnêteté, vont se dégager 2-3 univers qui vont aujourd'hui, je dirais, animer vraiment plus que les autres votre jeune. Donc, on va s'attarder sur ces 2 voire 3 projets. Et là, il va falloir effectivement regarder quand même des critères aussi non négligeables pour chaque cellule familiale. C'est l'acceptation potentielle de voir son jeune partir en dehors du foyer, parce que peut-être que la formation n'est pas dispensée, je dirais, dans l'endroit où vous habitez, ou qu'il n'y a pas de spécialité adaptée pour ceux qui sont, par exemple, en troisième ou en seconde. Des fois, pour des bacs pro, il n'y en a pas forcément toujours à côté de chez soi. Mais si c'est vraiment l'enjeu du jeune, ça va être de l'internat. Donc là, ça se prépare aussi, parce que c'est des changements qui sont assez notables. Et effectivement, la partie financière qu'il ne faut surtout pas négliger. D'accord? Donc ça, il faut aussi en parler en toute, je dirais, transparence avec vos enfants. Ce sont des enjeux et c'est peut-être aussi pour eux, si vraiment il y a quelque chose qui leur tient tellement à cœur, le moyen de les impliquer aussi peut-être dans une façon d'interagir avec peut-être des actions pour, je dirais, la partie financière du projet. Important aussi, bien entendu, les 2 voire 3 projets que le jeune va avoir, mis en lumière, ne toujours jamais perdre de vue qu'ils sont réalisables par rapport à son niveau scolaire. D'accord? Si vous avez un jeune qui a 1 de moyenne en mathématiques, en physique et qui vous dit « je veux absolument faire médecine », alors je dirais que rien n'est insurmontable, mais ça risque d'être quand même très, très compliqué. D'accord? Peut-être il y a par contre d'autres environnements dans lesquels il pourrait aussi travailler dans le milieu médical, mais avec un autre projet. D'accord? Donc ça, c'est important quand même de toujours mettre la réalité en face, scolaire, et puis les autres choses sur la partie géographique, la partie financière. Il faut rester objectif et positif. D'accord? Les regrets, voilà, ça ne sert à pas grand-chose, mais il y a toujours forcément du positif chez nos jeunes, c'est indéniable. Ils ont tous une pépite qui des fois est un petit peu peut-être enfouie pour diverses raisons, mais ce temps de l'orientation doit être quelque chose vraiment de très important et un vrai moment de partage et d'échange, d'accord? Mais toujours construit pour que le jeune puisse prendre sa décision, et là j'insiste très lourdement, et qu'il soit capable de pouvoir l'argumenter et la motiver. Donc ça veut dire que c'est comme s'il était devant un jury qui vous dit voilà, moi c'est absolument ça que je veux faire pour telle et telle raison, voilà, j'ai analysé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et ça se construit. Et là, en tant que parent, quand on voit ce cheminement se dessiner, on se dit voilà, on a un jeune qui est en capacité de pouvoir prendre son chemin. Et quand bien même, je dirais, pour X raisons, peut y avoir une embûche sur le chemin, votre jeune, on reprend le même dispositif pour voir comment on va pouvoir repartir positivement. Et donc, d'avoir un support, là où il va pouvoir repartager, relire tranquillement tout le chemin qu'il a fait, et de se dire, effectivement, j'ai progressé, j'ai mis des choses en place et je vois ce qui a fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas. Et de se servir aussi des activités périphériques, peut-être pour se nourrir et progresser sur la partie scolaire. Et accepter des fois que nos jeunes ont besoin, je dirais, de plus de temps que d'autres. Mais c'est important qu'ils puissent se sentir bien et que vous, en tant que parents, vous puissiez être leur allié au quotidien
et accepter, je dirais, cette période de l'adolescence qui est quand même des montagnes russes au quotidien pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Vous trouvez mes coordonnées si vous souhaitez, je dirais, à l'issue de cette présentation, poursuivre peut-être ou démarrer un accompagnement. Donc, voilà, donc j'espère que ça a été un peu plus éclairant pour vous, en tous les cas. Et là, je suis disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Christine. Effectivement, il y a pas mal de petites questions et notamment certaines qui se regroupent autour des soft skills. Est-ce que tu pourrais repréciser un petit peu ce que sont les soft skills, car tout le monde ne connaît pas, et peut-être nous dire si on en parle assez aujourd'hui, à quoi ça sert. Voilà. Alors, important de savoir, c'est vrai que je ne suis pas repartie forcément là-dessus sur les différentes aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui sur les soft skills, c'est vraiment tout ce qui va être les qualités d'un humain, sur ses capacités à vivre ensemble, ses émotions, ses relations également à l'autre, à son comportement qu'il va pouvoir acquérir à travers différentes expériences, que ce soit à l'école, en dehors de l'école. Et aujourd'hui, tous ces dispositifs, effectivement, c'est des matières qui ne sont pas du tout, je dirais, enseignées à proprement parler dans l'univers scolaire, mais qui font partie intégrante de la personnalité aujourd'hui de nos jeunes. Et je dirais, vous allez le retrouver aujourd'hui sur la partie de la curiosité de votre enfant, par exemple, de voir si vous l'emmenez dans un endroit, comment il réagit. Est-ce qu'il est complètement réfractaire ou est-ce qu'il va les creuser jusqu'au moindre détail parce qu'il a besoin de se nourrir, de comprendre. Aujourd'hui, dans différentes activités, ça peut être effectivement l'autonomie. Ça, c'est important aussi de voir si vous lui donnez une consigne, à quel âge que ce soit, comment il réagit. Est-ce qu'il va faire tout seul? Est-ce qu'il va faire du groupe? Est-ce que dans le groupe, il va être, je dirais, statique, meneur, leader, suiveur, ou, je dirais, à des positionnements très particuliers? Son attention, est-ce qu'elle va être plus, je dirais, sur une écoute active? Donc ça, par exemple, sur la participation dans un événement en classe, est-ce qu'aujourd'hui, il a une posture beaucoup plus, je dirais, à l'écoute? Est-ce qu'il va poser des questions? Comment il se comporte aussi? Est-ce qu'il va se mettre en retrait? Par exemple, ça, on peut des fois le retrouver dans des remarques de professeurs, mais également d'aller, j'irai dialoguer aussi ou regarder un petit peu comment sont vos enfants dans les activités extrascolaires, dans les réunions familiales, dans les réunions amicales, comment il va se comporter aussi dans sa communication. Est-ce qu'il est plus écrit ou plus oral? Donc ça aussi, ou à travers le dessin. D'accord? Vous avez des jeunes qui aujourd'hui vont communiquer par de la BD parce que pour eux, voilà, c'est plus leur modus operandi. Alors effectivement, à l'école, c'est très compliqué. Mais si vous voyez qu'en dehors de l'école, ils fonctionnent comme ça, il faut l'accepter, peut-être creuser aussi tout ça. Le côté respect. Alors respect, c'est respect de soi-même déjà. C'est important de savoir se respecter, de respecter l'autre. Alors, on entend effectivement toujours beaucoup respecter l'autre, mais commençons déjà par nous respecter nous-mêmes, de bien nous parler. J'étais sur une conférence l'autre jour. Aujourd'hui, pour être bien et avoir un bon mental et pouvoir être bien dans sa peau, se parler correctement est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, si vous vous brutalisez ou un enfant se brutalise, forcément, ça risque d'avoir peut-être des impacts sur la suite. Et si déjà on n'est pas bien avec soi-même, avec les autres, ça risque peut-être aussi d'être compliqué et de voir un petit peu qu'est-ce qui peut, pourquoi il en est arrivé là. Ça peut être aussi, peut y avoir différentes sources, etc., sans le stigmatiser. De voir aussi si il est capable de s'adapter très facilement à de nouveaux environnements ou pas. S'il accepte, je dirais que ça soit l'aventure ou pas. Vous avez des enfants et des ados, s'ils ne savent pas ce qui va se passer demain, c'est très compliqué.
Donc, forcément, si on les met dans un univers de formation où ça va être l'inconnu en permanence, bah, voilà, c'est peut-être très enrichissant pour certains, mais très anxiogène pour d'autres. Et surtout, un point important à travailler, et ça depuis tout petit, c'est se faire confiance. Se faire confiance, bah, c'est pas facile. Et avant de donner sa confiance à quelqu'un d'autre, bah, il faut déjà essayer de la construire pour soi-même et arriver petit à petit en prenant confiance. Donc ça, c'est à son rythme, en fonction d'endroits où l'enfant ou le jeune va se sentir bien. Donc, favoriser aujourd'hui, bah, je dirais, ces endroits et ces moments dans lesquels le jeune va pouvoir se construire. Et je dirais tous ces soft skills aujourd'hui qui sont nécessaires à la construction de chaque personne. Effectivement, on en parle beaucoup dans le monde professionnel et pas beaucoup, on va dire, dans la partie, je dirais, scolaire. Maintenant, on a des jeunes qui aujourd'hui prennent le temps, peut-être même que ce soit au collège ou au lycée, de faire ce qu'on appelle des années de césure en avant-bac ou en post-bac, ou en allant des fois se frotter sur des dispositifs à l'international qui vont être beaucoup plus sensibles aujourd'hui à toutes ces particularités qui construit en fait une personnalité par rapport à la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on a des activités. Donc aujourd'hui, si vos jeunes ont besoin d'activités, respectez ça en tant que parent parce que c'est vraiment primordial. Et pour moi, dans certains moments, ça peut être tout aussi important, voire plus important que l'apprentissage d'une leçon. Et que des fois, quand on voit aujourd'hui certains chanteurs, ou des fois ça peut faire hérisser le poil des certains parents, mais qui arrivent à travers de belles chansons à faire en sorte qu'un jeune, on va l'accrocher parce que lui, il a besoin de ça pour apprendre. Voilà. Donc tout ça, c'est formateur et c'est effectivement, on va plus s'en rendre compte dans les activités extrascolaires qu'à l'école. Mais si vous faites le travail de voir un petit peu le fonctionnement de votre enfant dans les activités périscolaires par rapport à toutes ces soft skills, vous allez sûrement retrouver beaucoup de choses dans peut-être les comportements aussi à l'école, dans certaines matières où le jeune se sent motivé en fait. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir faire la lumière et le parallèle entre ces deux mondes. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci Christine. Moi, j'en ai une autre qui concerne un petit peu plus la stratégie. En fait, est-ce qu'il y aurait une stratégie à avoir et à adopter sur Parcoursup pour ne pas se spécialiser tout de suite? Alors, la stratégie, c'est vague parce qu'aujourd'hui, la stratégie, je dirais que la première stratégie, c'est d'avoir déjà plusieurs plans en fonction de l'endroit, enfin au moins dans le domaine dans lequel veut aller le jeune, sur la sélection des formations. Aujourd'hui, effectivement, si je vais prendre un exemple concret, par exemple, si je prends un jeune qui veut aller faire du management, du business ou des choses comme ça, qui a besoin de pratique, parce que là aussi, important de savoir qu'on ne va pas mettre un même jeune en prépa, en université ou dans une école de commerce ou dans un BUT. La stratégie, déjà, sur Parcoursup, c'est de se dire, par exemple, pour aller faire du commerce, je peux aller faire dans un BUT donc, qui dépend, je dirais, d'une université. Donc, c'est un dispositif qui est encadrant. Là, on n'a pas de concours. Ça peut être d'aller faire une école de commerce avec concours. D'accord? Et ça peut être aussi de prendre des écoles pour X raisons, parce que des fois, on a des jeunes qui sont ultra stressés. C'est d'aller prendre des établissements, je dirais, quand même de qualité, mais qui ne sont pas sur Parcoursup. Là aussi, toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup. Ce sont, je dirais, les écoles, surtout privées. Alors, le public, vous allez tout retrouver sur Parcoursup, mais tout ce qui est privé n'est pas forcé d'être sur Parcoursup et que c'est un choix de chaque établissement. Donc, ça peut valoir des fois le coup dans la stratégie
je dirais, morale et de gestion du stress de vos enfants. De se dire, bah, tiens, on va aller peut-être faire un dossier sur un établissement qui ne va pas être le choix numéro 1, mais peu importe, pour qu'ils puissent se préparer, de voir bah, c'est quoi un dossier, c'est quoi un oral, qu'ils sachent se préparer et peut-être aujourd'hui lui donner confiance en lui. Et ben, peut-être qu'il va aborder, je dirais, l'année de terminale pour la suite beaucoup plus sereinement parce que peut-être qu'il sait qu'il sera pris dans un établissement peut-être dans lequel il ne voudra peut-être pas aller, mais peu importe, et de faire cet accompagnement-là. Après, nous, par exemple, dans les stratégies, on a aussi, pour certains dispositifs, des accompagnements sur des formes de stages. Donc, nous, dans le réseau, on en a pour préparer les jeunes au concours, parce qu'un concours, ben, nos jeunes n'ont jamais eu de concours. Donc, là aussi, en fonction de la spécialité, dans la stratégie, ben, c'est de donner le maximum de facilitation à nos enfants de la découverte de comment je me prépare à un concours, que ce soit l'écrit et l'oral, d'accord, parce qu'il y a toujours 2 phases, donc, et savoir s'organiser dans le dispositif. Donc ça, la stratégie aujourd'hui, elle peut être diverse, mais elle doit toujours être vraiment en relation avec le fonctionnement du jeune dans ses méthodologies de travail, d'accord, et son comportement et là où il veut aller, d'accord. Si vous avez un jeune qui a besoin d'être encadré, etc., on ne le mettra jamais à l'université, d'accord. Donc là, la stratégie, elle va commencer déjà par tout ce que j'ai dit en préambule tout à l'heure, et puis surtout bah, sur les moyens d'accessibilité aux études en fonction bah, concours, pas concours, et puis classement, et etc., quoi. Merci Christine. Merci beaucoup, Christine. On a beaucoup de questions sur les tests de personnalité. Alors, il y a des sites institutionnels qui en proposent, comme l'ONICEP par exemple, mais est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner pour pas mal de parents qui souhaiteraient faire passer ces tests? Alors, les tests, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans les accompagnements qu'on fait dans notre réseau, le test, pour moi, c'est un outil. Donc, faire un test pour faire un test, ça n'a aucun intérêt si les parents et les jeunes ne se sont pas posés toutes les questions qu'on a évoquées ce soir ensemble. D'accord. Et pour X raisons, ben, des fois, on a besoin de se dire ben, je veux me conforter dans peut-être mes choix ou de voir si je ne suis pas passée à côté de quelque chose. Très bien. Mais si vous commencez par le test, ça va vous mener à rien du tout parce qu'il n'y aura pas eu ce travail et ce cheminement fait par le jeune. Moi, j'ai récupéré, très récemment une jeune fille, effectivement, qui avait fait des tests, sur qui est en terminale aujourd'hui, en seconde, mais comme ça, elle avait fait un test d'elle-même avec ses parents. Et quand je vois aujourd'hui bah, ce à quoi on est arrivé, parce que bah, entre la seconde et la terminale, elle a évolué. Donc là aussi. Donc aujourd'hui, ceux qui font des tests peut-être en troisième ou en seconde, s'il n'y a pas d'accompagnement et vraiment de cheminement et de validation et qu'on prend pour argent comptant ce qu'il y a sur un test, on va droit dans le mur. Parce que d'un test, aujourd'hui, vont ressortir différents peut-être secteurs d'activité qui peuvent correspondre. Mais si le jeune ne sait pas déjà ce qui l'anime et ce pourquoi il est fait et comment il fonctionne, ben, ça va pas lui. C'est pas le test qui va être, je dirais, la solution où on n'appuie pas sur un bouton. C'est pour ça que des fois, quand j'ai dans des établissements il y a des dispositifs de tests qui sont mis en place. Je dis moi très bien, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme dialogue en amont et comment on va analyser ce test et vers quoi on va aller parce que, comme je le rappelle, ce n'est qu'un outil. D'accord? C'est aussi complémentaire peut-être qu'une journée d'immersion, des journées portes ouvertes, du dialogue avec des professionnels, etc. D'accord? Donc, ce n'est pas un test qui va guider un jeune. Quel est le meilleur âge, le plus judicieux pour le faire? Alors, le meilleur âge, je dirais, tout dépend si déjà
Est-ce que si… Alors, déjà, quand on arrive en seconde, ça peut être, nous, là où moi, personnellement, j'en fais le plus, c'est vraiment sur la seconde pour le choix des spécialités. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure, Véronique, tu posais la question sur la stratégie. Bah, effectivement, la seconde est quand même, avec ses choix de spécialité, là, on peut parler vraiment de stratégie. Parce que quand on voit, quand on a 2, 3 peut-être univers qui vont plaire aux jeunes, moi, pour avoir accompagné des jeunes qui peuvent être très branchés, par exemple, architecture, et puis médecine, et puis on va dire sport, d'accord? On est sur 3 univers complètement différents. Mais si c'est ces 3 univers, il y en a un, il va falloir quand même choisir à la fin. Bah, c'est vrai qu'il va falloir se dire, ben là, faut quand même déjà que je garde à minima les mathématiques. Donc, c'est important déjà de le savoir. Donc, il va falloir quand même avoir le niveau de la spécialité mathématique, hein, pas maths complémentaire arrivé en terminale. Donc, voilà. Donc, je dirais que moi, aujourd'hui, là où je le préconise le plus, c'est vraiment la seconde. Après, bah, des fois, on a des jeunes qui ont fait un choix de spécialité et qui, arrivés en terminale, ben, ont eu des très belles expériences et ont complètement changé de projet. Là aussi, ce n'est pas grave du tout, d'accord? Tout est possible à partir du moment où on se met en ordre de marche et qu'on fait toutes les choses dans l'ordre. J'ai des jeunes qui sont en terminale qui viennent me voir, j'en ai tous les jours qui m'appellent, où des parents me disent bah non, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et moi, au bout de 2 heures, je sais exactement ce qu'il veut faire. Et la première chose que les parents me disent, bah, on va faire un test. Bah, j'ai écouté, on ne va pas commencer par le test, on va commencer par apprendre à se connaître. Et au bout de 2 heures, voire 3 heures, je sais exactement. Si par contre, le jeune en a besoin, parce que pour lui, ça le rassure d'avoir un dossier, etc., très bien, mais je dirais dans 90% des cas en terminale, je n'en ai pas besoin. D'accord? Là où je peux en avoir besoin, effectivement, c'est en seconde. Parce que ben, c'est encore des jeunes qui sont très jeunes, qui n'arrivent pas forcément à se projeter. Hein. Enfin, il n'y a rien, je vois déjà dans les adultes, on a des fois du mal à savoir qu'est-ce qu'on va faire demain ou après-demain. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Si je dirais la personne fait un bel accompagnement, il n'y a pas d'obligation à faire des tests de personnalité. Ce n'est pas un automatisme, c'est comme les antibiotiques, hein, ce n'est pas obligatoire. Ok, merci beaucoup Christine. On a une autre série un peu de questions c'est vrai qu'aujourd'hui on a un monde qui bouge très vite et on doit choisir des spécialités, etc. Mais comment est-ce qu'on peut préparer en fait nos enfants à choisir des métiers, sachant qu'il y en a beaucoup qui n'existeront pas plus et puis d'autres qui n'existent pas encore? Alors, effectivement, si on est très honnête, quand on regarde notre monde aujourd'hui et quand nous, on était il y a 30, 40 ans, je dirais, à la place de nos enfants, je pense que les parents, effectivement, pouvaient peut-être se poser les mêmes questions. Aujourd'hui, là où c'est très, très important, il faut comprendre que les compétences, on va pouvoir les acquérir tout au long de sa vie d'humain. Par contre, ce qui est important, c'est sa personnalité, savoir de quoi on a besoin pour être bien et être motivé, d'accord? Et de pouvoir avancer positivement dans des univers qui aujourd'hui sont, je dirais, effectivement à vitesse grand V, d'accord? Où des fois on dit bah oui, mais avec tout, par exemple, cette intelligence artificielle, on n'aura plus besoin de nous. J'étais à midi avec des professionnels qui donnaient des cours en BTS et on a dit prenez l'intelligence artificielle par exemple pour résoudre le problème. En fait, ils se sont rendus compte que c'était leur tête qu'elle allait gérer. Donc aujourd'hui, c'est les compétences les plus transverses possibles, d'accord? Ne pas s'enfermer toujours. C'est pour ça quand je parlais d'homogénéité tout à l'heure, on peut avoir effectivement des choses qui nous animent plus que d'autres. Mais donnez toujours le goût de l'effort à vos enfants, de l'intérêt à une matière, même si ce n'est pas sa tasse de thé, d'accord? Qu'il soit dans la mesure du possible, je dirais, avec une attitude
positive, qui travaille, qui essaye de comprendre pourquoi des fois il peut y avoir des blocages. D'accord. Des fois, on peut être très surpris parce que voilà, on a, je dirais, des difficultés, puis en changeant de professeur ou d'endroit, ou quand on fait des choses concrètes, on se rend compte qu'en définitive, c'est pas du tout compliqué. Donc, si vous avez des jeunes qui apprennent en faisant, laissez-les faire, acceptez toutes les formes d'apprentissage et faites en sorte qu'ils sachent argumenter. Aujourd'hui, un jeune qui est volontaire, etc., il trouvera toujours une porte de sortie et arrivera toujours à rebondir. Si maintenant, effectivement, on l'a surévalué pour X raisons ou sous-évalué, parce que là aussi, c'est aussi néfaste, ça va être compliqué, mais je pense que des fois, nos jeunes disent « Ah bah non, moi je suis nulle dans telle matière ». Et puis en fait, quand on les met dans un environnement où ils se sentent bien et qu'on leur dit « En définitive, tu dis que tu es nul, mais regarde, c'est exactement ce que le professeur t'a demandé, mais je l'ai retranscrit dans un autre univers qui lui est favorable et il s'en sort très bien ». C'est à nous aussi peut-être de suggérer, de les laisser aussi faire les choses et d'accepter, je dirais, ce qu'ils sont et pas ce qu'on voudrait qu'ils deviennent. J'ai une autre activité professionnelle où j'ai des équipes et j'ai des jeunes et des moins jeunes. Donc, c'est vrai que c'est le choc, je dirais, des fois des générations. Mais nous devons accepter la richesse de chacun et de chacune. Et que je peux vous dire aujourd'hui, dans mon second métier, je ne recrute pas forcément avec les compétences du métier. Et pourtant, Dieu sait si dans le milieu assurantiel, c'est quand même très encadré. Et là, je dirais, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais je vais recruter une personne, une personnalité, un savoir-être et le savoir-faire. Il va venir tout seul avec les formations qu'on va pouvoir donner aux jeunes. Et aujourd'hui, c'est vraiment la règle de base, c'est le savoir-être et de se connaître, en fait, et d'accepter comment nous sommes. Et s'il faut changer des choses, je peux vous assurer que les jeunes changeront. Ça, c'est indéniable. Ils ont une agilité aujourd'hui que certains adultes que je peux côtoyer aujourd'hui n'ont pas, pour diverses raisons. Et surtout, essayons de ne pas les enfermer dans des concepts, des préceptes, etc. Parce que si on nous dit que ouais, mais là, je viens de tel milieu, je ne pourrai jamais y arriver, non. Je suis désolée, aujourd'hui, il n'y a pas de métier plus fait pour Pierre-Paul Jacques, etc. Voilà, des fois, on est très surpris. Mais voilà, laissons-les, je dirais, se construire. Et s'ils doivent prendre du temps, j'en rencontre des fois qui ont besoin de faire une pause. Alors, effectivement, en tant que parent, on dit une pause, oui, vous êtes bien gentil, mais une pause, oui, mais une pause construite, une pause avec du contenu. C'est une des présentations qu'on fera en début d'année 2024. Justement, sur ces années de césure et autres, c'est important de faire et de la construire aussi pour que ça soit, je dirais, ça soit le plus positif possible. Et oui, on boucle la boucle avec les soft skills. Donner la part belle à ces compétences douces. Voilà. Pas de brutalité, surtout. Pas de brutalité, oui. Écoute, Christine, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Oui. Je crois qu'on a... Véronique, on a fait le tour? Oui. Ouais. Bon. S'il y en avait d'autres, faut pas hésiter à repartager le cas échéant après, de toutes les façons. Oui, on a donné tes coordonnées à des personnes qui nous les demandaient. Ok. J'espère en tant que parent que ça vous a éclairé un petit peu en ce temps de l'Avent, pour donner un peu de lumière. Croyez en vos enfants. Ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Voilà, et soyez avec eux et acceptez des fois le silence ou le débordement de parole. Je sais que des fois, après nos journées, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est franchement,
On a des jeunes qui sont incroyables hein, et qui me donnent, en tous les cas, moi, des frissons tous les jours, avec des sourires. Quand on redonne, je dirais, la lumière et un sourire à un jeune, c'est pour moi, en tant que professionnelle et maman, le plus beau des cadeaux, en tous les cas. Et donc, merci à l'appel de m'avoir permis de vous partager ce soir encore cette présentation. Merci beaucoup Christine pour tous ces éclairages et pour ces apports. Merci aussi à Anne-Laure et à Véronique pour la collecte et la transcription des questions. Un grand merci à chacun d'entre vous tous pour votre participation active. Nous espérons que cette conférence et que ce temps d'échange vous aura apporté quelques réponses. Et Oui, vous merci aideront beaucoup. dans l'orientation de vos enfants. Donc, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, le 12 décembre, pour la prochaine conférence du cycle de conférences sur l'orientation, sur le thème Parcoursup, les clés de la démarche. Donc, vous recevrez, comme d'habitude, le lien d'inscription par le biais de vos présidents d'appel. Voilà, très bonne soirée à vous tous et à bientôt en compagnie de l'appel. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.